Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi après-midi. C'est votre grand forum, votre talk de fin d'après-midi qui démarre jusqu'à 18h30 avec au programme tout à l'heure. Nous irons du côté du Salon du Livre qui a ouvert ses portes, du côté de la Porte de Versailles pour parler d'un livre et une séance dédicace qui aura lieu au stand Algérie demain à 14h avec Monsieur Chérifi qui est l'auteur d'un livre sur les Mzab tout à l'heure. Nous parlons aussi, et nous irons aussi au Centre culturel algérien dans la dernière partie avec un artiste qui s'y produit venu de Tlemcen en Algérie demain soir pour un spectacle. Bien entendu aussi, nous au cours de cette émission, la minute de Georges, le qui peut battre Amar qui a été battu à plate couture mercredi par Amou Bouakaz. On verra ce qu'il en sera aujourd'hui avec Ousmane Timera qui sera avec nous dans quelques minutes. Et puis de l'actualité, il en sera question, le coup de cœur, bref, tout cela avec vous sur France Maghreb 2. Les sujets aujourd'hui, un triste anniversaire aujourd'hui en Tunisie. Il y a tout juste un an, des terroristes attaquaient le musée du Bardo à Tunis. 21 touristes et un policier étaient tués. Première attaque revendiquée par Daesh dans le pays. Une cérémonie du souvenir est organisée aujourd'hui. Et puis les difficiles négociations entre la Turquie et l'Union européenne sur la crise des migrants. Ankara fait monter la pression et met en garde contre tout marchandage. De leur côté, les 28 restent divisés sur les concessions à faire en cas d'accord avec la Turquie. Un accord ne peut pas être un chèque en blanc, a notamment prévenu hier le Premier ministre belge. Nous y reviendrons évidemment. Sans oublier des nouveaux déboires pour un champion de foot, Karim Benzema, qui a été entendu comme témoin dans une affaire d'escroquerie, de faux. Et on y reviendra donc tout à l'heure. Voilà une nouvelle tâche qui viendra, j'allais dire, entacher, si je puis dire, sa venue en équipe de France pour l'Euro en juin 2016. Mais cette émission, évidemment, commence comme d'habitude par le zapping. C'est les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télé comme à la radio. C'est le zapping, les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télé comme à la radio. Et on commence avec un talent caché, celui de Nathalie Kosciusko-Morizet, révélé dans l'émission. C'est à vous sur France 5. Bon, mettez-le dans votre poche. Alors, je mets le micro dans ma poche. Ouais. Et donc, vous voulez que j'écrive avec la main droite et avec la main gauche? Oui, en même temps. Non, pas en même temps. En même temps, il y avait une main avec laquelle vous écrivez d'un mauvais côté. Ouais. Donc là, Oui. On fera une étude de graphologie ensuite. Oui, c'est ça. et la main gauche. Parce que là, la dédicace. Là, ça me rappelle ma jeunesse étudiante, ce que vous me faites faire. Et vous n'éprouvez pas de... Ah non, c'est pas la même écriture. Hein. Ah ouais. Et vous n'éprouvez pas de difficultés supplémentaires pour la main gauche. Tirage au sort de la Ligue des Champions, c'était ce midi et le PSG connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le PSG qui recevra Manchester City au match aller pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est plutôt un bon tirage pour le PSG qui a évité les deux ogres que sont le FC Barcelone et le Bayern de Munich. Le seul petit bémol, c'est que encore une fois le match aller sera au Parc des Princes, donc match retour en Angleterre. Maintenant, Manchester City, sur ce qu'il montre, est un adversaire à la portée du PSG. C'est un nouveau riche comme le PSG, mais c'est un nouveau riche qui a un petit peu moins bien fait les choses que le PSG. Ils ont certes été champions d'Angleterre en 2 années de suite, en 2012 et en 2014. Mais voilà, le PSG semble au-dessus. Les joueurs majeurs de City sont des joueurs fragiles, Compagnie, Agüero, De Bruyne, souvent blessés. Il y a Yaya Touré qui est plus dans ses meilleures années. Énergie 12, le mag animé par IM et le chroniqueur Martial et son dérapage à propos de Daniel Cohn-Bendit. Non, ouais, ils ont changé les équipes d'auteurs, ils ont tout changé. Bon, ils les ont mis en crypté, du coup on voit moins ce qui se passe, mais c'est mieux qu'on voit moins parce que les sketchs sont plus premier degré, même s'il faut aller chercher le deuxième degré. Avant c'était aussi fort, mais mieux écrit, ouais, mais etc. c'est con, tu regardes pas et puis. Par contre, Daniel Cohn-Bendit, ça c'était pas prévu, mais je le dis quand même. Daniel Cohn-Bendit, allez voir sur internet, mais le mec a quand même écrit un livre en expliquant que c'était cool de se faire déshabiller par des petites filles de 2 ans, donc il ira donner des leçons à quelqu'un d'autre. C'est pour tout votre public. Alors, petit aparté, petite rectification, petit mea culpa. On avait dit qu'on parlerait de tout et de rien, et aussi de politique, mais sur un ton léger. Et là, mon ami Martial, vous avez commis une petite erreur. Vous avez parlé d'un petit truc, voilà, qui touche à la politique, et vous avez été un petit peu trop loin. Il
il faut le dire. Donc, on ne peut pas dire la vérité sur Énergie 12. C'est pas grave. Je m'excuse, les amis. Excusez-moi. J'avais pas. On est dans on est là pour parler de choses sur un ton léger. C'est de l'humeur, c'est de l'humour. Léger. Et là, c'était un petit peu. Tu peux pas m'empêcher d'avoir de l'information et d'être intelligent. Non, c'est toute la bande qui est contre moi. C'est formidable. On est dans la galère. Trop loin. On est dans la galijade, donc je ne veux pas de problème avec Dany. Ce sera pas trop des petites excuses. Quand même, bébé. Moi, je t'aime, Dany. Voilà, allez. Enfin, et pour finir ce zapping, la Tunisie, où c'est aujourd'hui une journée de commémoration, un an après l'attentat au musée du Bardo le 18 mars 2015, quand 2 hommes ont pénétré dans le musée et tué 21 touristes étrangers et un policier tunisien. Un an après, donc l'hommage s'étend même au-delà de la capitale Tunis. Dans la ville de El Jem, par exemple, c'est au sud de Sousse, des artisans mosaïstes ont créé un tableau géant avec les portraits des 22 victimes, un tableau qui doit être exposé au musée. Reportage de Djem Bergaoui de la rédaction de RFI. Les morceaux de mosaïque font quelques millimètres à peine, posés avec minutie à la pince à épiler. Courbés sur leur table de travail, les ouvrières avancent en silence sous le regard d'Arlem Boussla, jeune architecte d'intérieur de 23 ans. C'est elle qui a imaginé la fresque de style romain. Ça travaille des précisions et des concentrations aussi. Il faut bien mélanger les couleurs, avoir une harmonisation des couleurs, de préciser les détails du visage, du bouche, etc. Les expressions, oui, tout ça. L'association Tous Bardo, fondée au lendemain de l'attentat, a cherché les noms et les photos des victimes dans la presse internationale et sur les réseaux sociaux. Les artisans ont alors eu 3 mois pour réaliser les 22 portraits, explique Rida Hafayed, à la tête d'un atelier de micro-mosaïque. Pour un artisan qualifié, il faut au moins 1 semaine de travail. Donc c'est un travail record, donc on a essayé d'exploiter la compétence de nos artisans et on a multiplié même l'équipe. C'était vraiment très dur à travailler parce que les nombres, les 22 portraits, c'est pas facile et surtout il faut être fidèle aux photos d'origine. Au total, 120 personnes se sont mobilisées autour de ce projet dans la ville d'El Jem. 4 ateliers de mosaïque ont tourné à plein régime pour achever à temps cette fresque. C'est un honneur pour nous, pour les artisans de la ville d'El Jem surtout, parce que avoir un tableau au musée de Bardo, c'est pas quelque chose qui se passe chaque jour, puisque ce musée-là, il est connu grâce à ces mosaïques les plus riches du monde, les plus variés, et nous avons fait tout ce qu'on a exploité toute la compétence qu'on a, toute la volonté, et aussi c'est une participation de notre part pour dire non au terrorisme, pour dire que nous sommes encore là et que la Tunisie regagnera sa place comme une destination préférée pour nos amis étrangers. Vraiment, ce qui est passé, c'était vraiment très touchant, pas seulement pour les familles, mais pour nous aussi en tant que Tunisiens. C'est l'image de notre Tunisie qui était touchée et nous espérons bien qu'on dépasse cette étape. Les futurs visiteurs du Bardo ne pourront pas passer à côté de cet hommage. Cette fresque de 11 mètres sur 2,5 mètres doit être accrochée dans le jardin du musée. C'était le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé comme à la radio pour ce vendredi dans cette émission du Grand Forum. Et c'est le Grand Forum sur France Maghreb 2 en ce vendredi soir. Merci d'être avec nous quelques heures avant le week-end et avant le printemps. Ousmane Timera est avec nous, notre soleil du vendredi. Comment va-t-il? C'est très gentil. C'est très gentil. Je vais très bien. Et vous êtes tout aussi le printemps de mon cœur. Oh, c'est joli ça, magnifique. On va voir si ça va durer en tout cas. Sur France Maghreb 2, la possibilité de nous appeler au 08 92 23 99 50 avec vous pour parler d'actualité, de plein de choses évidemment au cours de cette émission sur France Maghreb 2, avec aussi la possibilité de nous envoyer des mails lgf@francemaghreb2.fr, mobile répondeur 06 18 21 56 41. On va y faire un petit tour d'ailleurs dans un instant, mais pour l'heure quelques petites informations en bref. Vous savez qu'il y a eu une perquisition qui a mal tourné en Belgique cette semaine. Oui. Vous avez suivi un peu cette histoire. Vite fait. Alors on nous apprend que la personne qui a été tuée par la police belge était un des organisateurs, j'allais dire qui assurait la logistique visiblement des attentats du 13 novembre. Il était en fuite, donc c'est lui. Et puis chose plus surprenante, c'est que des empreintes de Salah Abdeslam, vous savez, le fugitif le plus recherché dans le monde après les attentats du 13 novembre, eh bien on a retrouvé des traces d'ADN de Salah Abdeslam dans l'appartement qui a été perquisitionné donc du côté de Bruxelles cette semaine. Voilà pour les dernières infos. C'est bizarre. Et puis un accord a été trouvé tout à l'heure, on y reviendra tout à l'heure aussi, entre la Turquie et l'Union européenne. À partir de dimanche, tous réfugiés qui arriveront en Grèce seront directement expulsés vers la Turquie. Exactement.
voilà l'accord qui a été trouvé. Je pense qu'il y a de quoi dire. Donc là-dessus, vous nous direz ce que vous en pensez, notamment tout à l'heure. Pour l'heure, le mobile répondeur, c'est parti. Les auditeurs ont envie de parler de football. On écoute. Bonjour, c'est Ergibi de Metz. Je vous appelle au sujet de Benzema. Ce qui concerne Monsieur Valls, Premier ministre. Il n'a rien d'autre à faire. La France, elle n'a pas assez de problèmes, il n'y a pas assez de chômage, rien. Lui, il se mêle maintenant de l'équipe de football et il veut l'exemplarité. Il n'a qu'à commencer par lui le premier. Déjà, le jour quand il a pris l'avion pour y aller voir son club de cœur, le Barça, avec ses gosses, ça c'est un exemple à donner avec l'argent du public, avec mon argent. Je paye mes impôts ici en France et tout. Et puis lui, il se permet de donner des leçons aux autres. Il n'a qu'à commencer par lui-même. Secondo, il a parlé comme quoi il va interdire le crépuscule juif là qui fait le cirque à Paris. Il n'a rien fait pour ça. 5 fois, ce qui concerne Benzema. Mais moi, si j'étais le Benzema, moi, je les envoie bouler avec leur maillot de France et tout. Il faut avoir de la fierté. Et je vous parle à vous tous. Il faut que vous vous réveillez. Arrêtez de marcher de ces combines, cette magouille, là. Bon, au revoir. Salut Christophe, salut mes amis de France Maghreb 2, à toute l'équipe, Sophia, Monsieur Timira, à tout le monde. Voilà, c'est Abdel d'Orléans. Christophe, j'appelle par rapport à la question concernant l'équipe de France. Écoute, sincèrement, dans cette équipe de France-là, je me reconnais pas du tout. Et si je me souviens bien, il y a un certain joueur, un grand joueur de classe, il y a très longtemps, a dit que Didier Deschamps, des gars comme lui, on en trouvait tous les coins de rue pour jouer au ballon. C'est-à-dire qu'en fait, Didier Deschamps n'a jamais été une star dans l'équipe de France et ça n'a jamais été vraiment un grand entraîneur. Il a rencontré des grands joueurs, mais ça n'a jamais été un grand entraîneur. Alors j'ai vu la compo de son équipe là. Franchement, supporter une équipe comme ça va être vraiment difficile. Hein. Sincèrement, avec tous les moyens du bord, moi personnellement, j'y crois pas du tout à cette équipe-là. Hein. Alors qu'elle passe le premier tour, pourquoi pas, mais ça va pas aller très très loin. Hein. Voilà, je vais dire tout simplement parce que on n'a aucune vedette, aucune star dans l'équipe. À l'époque, on avait Zizou, au moins, il tenait la baraque dans le milieu, puis dans le vestiaire, t'inquiète pas, il avait son mot à dire. Alors qu'aujourd'hui, dans le vestiaire, tout le monde se tape dans les pattes. Tu vois, c'est la mauvaise ambiance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs qui se sont barrés. Et puis, j'ai bien l'impression que ça sent mauvais dans cette équipe de France-là, parce que l'histoire de quota, voilà, trop de blagues, trop de beurre, ça c'est pas beau hein, pour Hollande et Valls. Hein. Donc, moi personnellement, cette équipe de France-là, je la supporterai pas du tout. Je la regarderai jouer, c'est clair, mais je pense pas qu'elle va faire grand-chose à l'Euro. Et puis, ça sera une piètre équipe pour moi et ça le restera. Tant qu'en plus ce gouvernement-là sera là pour la supporter et puis pour tout déglinguer. Parce que depuis que les politiques ont mis leur nez là-dedans, plus rien ne va en équipe de France. Voilà Christophe, c'est que mon avis. Salut mes amis, à bientôt. Voilà le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. C'est la possibilité pour vous de nous donner, vous adresser vos messages que l'on sélectionne et que l'on vous fait écouter. Donc mélange des genres politique, football. C'est vrai que Manuel Valls a parlé de Karim Benzema cette semaine en disant que il fallait que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il revienne en équipe de France. Bon. Après sa mise en examen et puis alors après ses nouveaux ennuis. T'as suivi Sidima Ousmane les nouveaux ennuis de Karim Benzema? Oui, j'ai suivi, mais je veux dire, j'ai d'autres chats à fouetter, quoi. Ouais. Je suis pas comme Valls. On est au-delà de ces choses-là, donc qu'est-ce que je voulais que je dise, moi? C'est que du football, les gars. Donc le mec, il touche des millions, et j'ai l'impression que chacun d'entre nous sommes en train de mourir pour les buts qu'il mettrait ou pas. Donc ça, c'est vivre par procuration. Et malheureusement, la politique française vit effectivement par procuration, soit en imitant les mauvaises politiques des autres, soit en se vautrant dans des polémiques qui ne la concernent pas. Moi, j'ai pas vraiment de propos. Je m'intéresse pas vraiment au football. J'aime bien jouer, mais j'aime pas regarder les gens. Je suis quelqu'un d'actif. Et donc, du coup,
Attaquant. Ah ouais, tu marques des buts, toi. T'es un gagnant. Je dribble. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? C'est malheureux qu'on en vienne tout le temps à discuter de ces choses-là. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres questions, bien sûr. On essaie de donner, en fait, autre chose, au football, quelque chose de plus symbolique. Notamment la composition de l'équipe de France, sa représentativité, le symbole politique et identitaire que cela devrait donner à la France, la cohésion nationale que cela devrait donner. Bon, c'est pas à une équipe de foot de régler les problèmes d'unité d'un pays. Hein. Ouais. Mais malheureusement, si on en vient à là jusqu'à en parler à l'Assemblée nationale et dans la bouche d'un Premier ministre, ça dit à quel point au fond on est ras des pâquerettes et au fond avant on avait des grands hommes, aujourd'hui on a des gars qui courent derrière un ballon. Voilà. Chacun ses idoles et chacun ses héros. On va parler dans un instant de ce triste anniversaire. Ça fait un an jour pour jour que les attaques terroristes ont touché la Tunisie. La première revendication de Daesh en Tunisie dans le musée du Bardo. Vous en souvenez évidemment avec ce bilan de 21 morts. Et à cette occasion, je vous fais découvrir, Ousmane, oui, vous qui ne connaissez peut-être pas, le rap tunisien et cette jeunesse qui s'exprime à travers cet art. Il s'appelle El Général. C'est une des grandes figures d'après-révolution. Ah. Ouais, il s'appelle El Général, hein. C'est un artiste qui existait évidemment depuis un petit moment, mais qui s'est fait remarquer avant la révolution, pendant et évidemment après, avec ce dernier clip donc en date, El Général sur France Maghreb 2. C'est le coup de cœur de ce vendredi pour terminer cette semaine tranquillement et en musique. Alors Ousmane, avant de parler d'actualité, je voulais inviter nos auditeurs parce que tu participes mardi prochain à une initiative, une table ronde organisée par la mairie de Paris. C'est une rencontre interconfessionnelle qui va réunir des rabbins, des protestants, des orthodoxes, voilà, catholiques, des athées aussi, des gens de la franc-maçonnerie. Ouais. Et donc on m'a proposé de participer à cette question, à ce colloque. Il y aura entre autres moi, Tariq Oubrou et d'autres personnalités. Effectivement, le propos, c'est peut-on, au fond, est-ce que au nom de conviction et du respect mutuel, est-ce qu'on peut tout se dire? Donc forcément, on va parler de ce qui s'est passé pendant le 13 novembre. Et au fond, est-ce qu'on peut aborder les sujets sans s'invectiver, sans faire preuve d'islamophobie ou de racisme, et aborder les choses de façon sereine, tout en se disant la vérité, quoi. Oui, et ça, on compte sur toi pour ça. Inch'Allah, j'espère être en tout cas fidèle à la promesse que je me suis faite, à savoir de dire la vérité. Donc c'est mardi prochain et ça se passe donc à la mairie de Paris. Oui, à la mairie de Paris, je crois que c'est en soirée, mais apparemment on m'a dit que les réservations étaient déjà blindées. Ouais. Il y avait plus moyen d'y participer, mais apparemment ça sera diffusé sur Internet et par d'autres moyens et médias. D'accord, et tu auras peut-être aussi l'occasion de nous en parler vendredi prochain, évidemment. Avec grand plaisir. Pour nous en faire part. Alors, dans l'actualité de ce vendredi, avant de se rendre en Tunisie, un mot de l'Algérie et de cette attaque dans le sud du pays. Des hommes armés ont tiré des roquettes sur le site gazier de Krejba, près d'Insalah, un complexe exploité conjointement par la Sonatrach, le britannique BP et le norvégien Statoil. On signale pas de victimes, selon un témoin. Les obus auraient été tirés de loin. L'armée est aussitôt intervenue pour empêcher une éventuelle intrusion des assaillants à l'intérieur du site gazier. Ça nous rappelle ce qui s'était passé, oui. Donc il y a pas si longtemps que ça. L'Algérie, on le sait d'ailleurs, on a une presse française qui se focalise beaucoup sur l'Algérie avec des dossiers, avec beaucoup d'articles et une certaine inquiétude concernant l'avenir de ce pays, avec un président fantôme, ou ce qu'il en reste en tout cas. Beaucoup sont inquiets. Est-ce que tu fais partie de cela, Ousmane, concernant le sort de l'Algérie? Concernant le sort de l'ensemble de la région. Parce que il faut pas qu'on ait le danger, c'est pas comme Tchernobyl, ça s'arrête pas au niveau des frontières. Hein. La Tunisie, la Libye, l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, je mets le Sénégal dedans, et les autres pays jusqu'à la Côte d'Ivoire, ils sont concernés par le même danger
savoir le danger d'AQMI, des terroristes, des narcotrafiquants, qui ont de grosses capacités de déstabilisation de la région et des pays, surtout dans des régions et des pays qui sont en tension interne, avec une misère galopante, beaucoup d'injustice sociale et une incapacité des élites politiques et intellectuelles et économiques à sortir leur pays du marasme et de la crise dans laquelle elle se trouve depuis des années, depuis le début des indépendances en tous les cas, en absence bien sûr de pétrole comme dans le cas de l'Algérie. Donc pour revenir à l'Algérie, effectivement, l'Algérie, je pense, est un des acteurs clés qui, en collaboration avec la Tunisie, avec les pays en tout cas et du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, qui pourrait en tout cas endiguer ou en tout cas combattre de manière efficace les terroristes, les narcotrafiquants qui utilisent l'islam comme un moyen juste de faire croire aux pauvres et miséreux qu'ils travaillent pour Dieu alors qu'ils travaillent pour leur ventre et leur poche. Ouais. Quoi qu'il en soit, donc effectivement, on a un peu frôlé la catastrophe donc avec cette attaque heureusement avortée ce matin donc du côté de Insala en Algérie. Et l'Algérie aussi se compte sur une armée professionnelle quoi, qui a connu aussi une période difficile dans les années 90 notamment. C'est ce qui peut-être la sauve aujourd'hui. Certes, c'est vrai qu'ils sont aguerris. Ouais. Mais encore une fois, le problème ne peut pas se régler que sur le domaine militaire. Il y a des poches de misère qui sont de véritables viviers de recrutement pour ces terroristes-là. Ce qui se passe par exemple au Nigeria avec Boko Haram. On peut pas comprendre ce qui s'est passé au Nigeria avec Boko Haram si on comprend pas. C'est particulier que personne n'en parle, cette histoire de Boko Haram, parce que pourtant il en a fait des massacres. Et il continue. Hein. Ouais. Mais tout ça c'est lié, et puis l'actualité a l'art et la manière de nous faire focaliser sur un point pour nous en faire oublier d'autres. Ouais. Il faut avoir une vue d'ensemble. Et on peut pas comprendre par exemple le succès d'un Boko Haram ou les terroristes qui se font recruter ça et là, si on comprend pas l'effondrement du système politique, l'effondrement des États. Moi, je pense que ce qui se passe au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en Libye, éventuellement en Algérie, mais l'Algérie, c'est grâce à la force de l'armée et au coup d'État qui a eu lieu et de la guerre civile des 10 années que les gens se tiennent tranquilles. Mais de manière générale, ça exprime l'échec des élites qui ont pris le pouvoir après les indépendances. Et ça dit l'inanité et l'inexistence en réalité d'États forts dans ces pays-là, d'où la facilité par laquelle, par exemple, au Mali, un simple coup d'État a réussi à faire balayer la démocratie là-bas. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas vraiment une démocratie. C'était juste des élites qui essayaient de se partager le gâteau. Il y a une élite montante qui a dégagé une autre pour recommencer les mêmes bêtises. Donc tant qu'il n'y aura pas, premièrement, de véritable justice sociale, une véritable solidarité, tant qu'il n'y aura pas d'investissement réel dans les populations et leurs ressources pour être indépendantes sur le plan économique, financier, je parle entre autres du franc CFA, tant qu'on ne réglera pas aussi les problèmes de manière politique et intelligente en s'appuyant sur la population, on n'y arrivera pas. On a en face de nous des élites qui ont peur de leur peuple et qui doivent se soumettre aux élites extérieures, européennes et américaines, pour pouvoir garder leur légitimité. Et en face de cela, il y a des bandits qui sont présents et qui profitent de l'instabilité générale pour pouvoir tirer les marrons du feu, leurs marrons du feu. Effectivement. Alors, on parle de terrorisme évidemment et la menace terroriste qui reste vive en Tunisie, Ousmane, et ces 12 derniers mois ont d'ailleurs été particulièrement noirs. Tout commence il y a tout juste un an. 21 touristes et un policier étaient tués dans l'attaque à Tunis du musée du Bardo. Première attaque revendiquée dans le pays par Daesh. Depuis, il y en a eu d'autres. La station balnéaire de Sousse en juin, un bus de la garde présidentielle en novembre. Une cérémonie du souvenir est organisée aujourd'hui à Tunis. L'attaque du Bardo puis celle de Sousse en juin 2015 ont porté un coup au secteur du tourisme. En un an, sur l'ensemble de la destination Tunisie, le nombre de visiteurs étrangers a chuté de moitié. Une baisse de fréquentation évidemment qui concerne aussi le musée. Je propose d'écouter Monsef Ben Moussa qui est le conservateur en chef du Bardo qui revient justement sur cette baisse des touristes concernant le musée du Bardo. Et très ponctuellement, quelques petits groupes
mais on n'a plus, si vous voulez, les foules d'antan. C'est quelque chose de naturel, mais je me rends compte que de cette façon-là, ils ont permis aux terroristes d'atteindre leur objectif facilement. C'est-à-dire, c'est l'objectif des terroristes, c'est créer cette rupture, c'est arrêter de dire que la Tunisie est une terre d'accueil. Voilà, donc si les touristes étrangers en tout cas désertent le Bardo, le musée accueille tout de même davantage de visiteurs locaux. Pour le conservateur, ce tragique épisode aura au moins permis de réconcilier les Tunisiens avec leur patrimoine, ce qui est quand même la seule chose positive que l'on peut retenir dans cette histoire, Ousmane. Oui, effectivement, il faut bien trouver quelque chose de positif pour se raccrocher. Mais je reviens sur mon propos de manière générale. Il y a une instabilité chronique dans ces pays-là. Et moi, je pense que c'est la continuité, au fond, mais de manière négative, des soulèvements arabes. C'est-à-dire que ce que le printemps arabe a donné sur l'ensemble de ces régions-là, c'est non pas un front commun international contre les dictatures et d'union des peuples arabes de ces régions-là, mais une déstabilisation de l'ensemble de la région, un affaiblissement de l'autorité de l'État et une absence de politique sociale, parce qu'il y avait des revendications sociales, qui fait que ceux qui hier se sont révoltés contre le pouvoir ont boycotté pour la plupart les élections, ce qui fait qu'An-Nahda et Essebsi n'ont pas vraiment de majorité au sein de la population, et la plupart se sont tournés du côté de Daesh, du terrorisme et du nihilisme. Et ça, c'est le problème des révoltes lorsqu'elles n'ont pas de vision qui permette la révolution. Elles se détériorent en révolte, puis en destruction, puis en terrorisme. Donc encore une fois, la question n'est pas juste sécuritaire, il y a un ensemble de choses qu'il faut faire, et notamment respecter ce pourquoi le peuple tunisien s'est quand même révolté. Or pour l'instant, en termes de politique économique, de politique d'emploi, c'est au fond la même chose que ce qui se passait sous Ben Ali. Il n'y a pas vraiment eu de changement. Les têtes ont changé, mais les politiques sont toujours présentes et de nouvelles oligarchies se mettent en place. Puisque vous parlez de ça, juste une petite phrase qui a fait polémique tout au long de la semaine, c'est la phrase prononcée par le porte-parole du gouvernement tunisien qui s'est prononcé pour le retour de Ben Ali en Tunisie, ce qui a de quoi évidemment alimenter les réseaux sociaux. Mais Ben Ali est déjà là. Le problème, c'est que non, on s'est focalisé sur l'idole alors que il s'est fait remplacer par son frère. Et c'est ça le problème quand on personnalise les enjeux politiques. Le problème, c'était pas juste de dégager Ben Ali, c'était de dégager tout le système. Et tant qu'on n'aura pas de leaders, d'intellectuels, de penseurs, de politiques, d'acteurs visionnaires qui savent ce contre quoi ils combattent, mais ils savent aussi ce pourquoi ils combattent, à force de lutter contre, on aura toujours quelqu'un d'autre qui prendra sa place. On demandera l'avis à Tarek Mami dans un instant, qui nous a rejoint sur France Maghreb 2. À suivre aussi la minute de Moussa, le qui peut battre Amar, qui s'est fait laminer un mercredi par Amou Bouakaz. Ah bon? Ah ouais, mais alors il a su répondre à aucune question, Amar. Ah bah c'est bien. Ah oui. Ça fait du bien, c'est bien Amar. Alhamdulillah, je suis content pour toi. Il y a des échecs qui permettent de grandir. C'est ça. Il faut voir les choses sous un bon angle. À tout de suite pour la suite du Grand Forum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct en ce vendredi après-midi. Dans un instant, des nouvelles de Moussa, notre humanitaire, bien entendu, que nous prenons des nouvelles quotidiennes avec Georges tout à l'heure, dans quelques minutes, de qui peut battre Amar. On compte sur Ousmane là, pour lui mettre une petite raclée à notre ami Amar tout à l'heure, dans notre petit jeu fort sympathique d'ailleurs. Mais avant cela, on va accueillir et dire bonjour à Tarek Mami qui est avec nous. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va Tarek ? Très bien, en dehors du boulot qui s'accumule, mais bon, ça c'est... Travail, c'est la santé. Il paraît, oui, surtout, il y a trop de bouquins à lire qui sont produits, qui parlent de toutes nos préoccupations. Et le drame, c'est qu'on n'a pas souvent le temps de pouvoir tout lire, donc on parcourt et tout ça, ça frustre. Par ailleurs, quand vous regardez des fois des émissions à la télé, ceux qui parlent de livres, il n'y en a plus beaucoup. Hein, mais non, ça marche pas, Tarek Mami. C'est pas que ça marche pas. Ça fait pas d'audience. Non, mais ça fait de l'audience. Non, mais ça fait de l'audience. Ce que ça fait pas, c'est que si vous voulez, on n'est pas obligé de faire 1 heure pour parler des livres, Christophe. Oui. Non, on peut croyez bien que si
si ça faisait de l'audience et que ça ramenait des millions de téléspectateurs, il le ferait. Hein. Non, parce qu'on essaye une formule, c'est celle de comment il s'appelait Pivot, Bernard Pivot. Années, hein. Oui, non, mais d'abord, oui. D'ailleurs, c'est le soir tard. Ouais. Et ensuite, c'est, je sais pas, à partir de 22h30, 23h. C'est des livres intéressants et tout ça. Dans cette équipe, il doit y avoir une cinquantaine de personnes qui lisent, qui font les fiches, parce que aucun bonhomme ne peut faire ça. Aujourd'hui, on pourrait faire dans les grandes radios, je sais pas moi, des 3 minutes par livre, présenter l'auteur, le titre, le contenu et renvoyer sur le site, un truc comme ça. Ça se fait pas parce que ça mène pas beaucoup de polémiques et que les gens sont un peu particuliers. Mais ça se fait pas parce que les gens n'aiment plus lire Tarek Mami aujourd'hui. 3 minutes, on est les gens dans une autre consommation. Non, mais on peut lire, Christophe, et renvoyer sur les tablettes. D'ailleurs, la presse s'en ressent. La presse ne s'est jamais portée aussi mal. Tout à fait. Écrite. Mais on peut renvoyer sur les tablettes, on peut envoyer sur le numérique, on peut. Mais on peut suggérer, on peut donner envie. Mais quand on voit, moi je regarde de temps en temps la fameuse émission de 2 minutes sur France 2, elle n'est pas appétissante. Quand on fait de la radio ou de la télé, faut que la personne qui présente, faut que la façon de faire, faut qu'il y ait une pointe du mot, faut que ce soit court, faut que ce soit percutant, pour donner d'envie d'aller découvrir. Mais si on l'a fait formule classique 1h30 avec 5 auteurs, on enverrait les jeunes à la Sorbonne quand ils sont intéressés. Voilà. Alors, et donc nous, on a beaucoup de livres qui arrivent, et on n'a pas les 50 personnes derrière pour lire et refaire les résumés, et recevoir. Mais je peux vous dire que contrairement à ce qu'on dit souvent dans cette émission, il y a de la production intellectuelle très forte dans la communauté franco-maghrébine, qui malheureusement n'est pas toujours reprise comme il faut. On essaye, de temps en temps, vous avez reçu, je crois, 2 ou 3 fois des jeunes qui... J'en ai encore d'autres là en tête, là d'ailleurs, il faudrait que je vous les présente. Il y en a 2 là qui vont venir dans les semaines qui viennent. Un qui titre son livre d'une manière particulière, mais on lui posera la question, ce que la France doit à l'islam. Et bah oui, bon, on le fera venir, on ira le voir, il est du côté de Marseille. Et puis de l'autre côté, il y a un autre qui vient nous envoyer un livre qui s'appelle en clair les descendants de l'immigration algérienne, réussite sociale. Donc il y a de la production, il y a plein de choses, mais bon, on essaie de faire ce qu'on peut parce que c'est pas toujours évident. Et il faudrait en fait plus que 24 heures dans la journée, une pour la vie privée, les plaisirs, les loisirs, et une pour la production, travail. Je sais pas si on peut faire cette proposition, Ousmane. Ah si, moi je suis pour toutes les propositions qui permettent d'être partout en même temps. Tout faire. Voilà. Alors Tarek, on parlait de la Tunisie juste avant la pub avec Ousmane. J'allais dire, il faut aujourd'hui, et moi je suis de plus en plus sur cette ligne, avoir toujours un regard global et un regard particulier. Le regard particulier, c'est la situation en Syrie, en Libye, en Tunisie et ailleurs. À ce titre, nous dirons tout à l'heure, si vous avez un petit peu de temps dans votre programme chargé, cher Christophe, un mot sur le 5e anniversaire de la, entre guillemets, révolution syrienne, puisque ça a commencé le 18 mars ou le 19 mars, et on fera un petit tour d'horizon. Sur la Tunisie, donc, il y a la situation qui était sous Ben Ali et la situation actuelle. Les Tunisiens, et j'ose le dire clairement, ont perdu la sécurité des frontières d'un côté, ils ont gagné la fin de la répression policière et le flicage des citoyens et la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, la fin de la répression policière et le flicage des citoyens, apparemment, ne suffisent pas à répondre à la question fondamentale des Tunisiens aujourd'hui, qui serait de 3 ordres. Ce sont les mots d'ailleurs de la révolution. C'est du travail, de la dignité et de la liberté. Ouais. Ils ont eu peut-être la liberté, mais pas beaucoup de dignité et surtout pas de travail. Et donc le problème est là. Et on élargit. En fait, c'est un système économique capitaliste qui était en Tunisie, détenu, pour faire simple, par une famille, 2-3 familles, qui aujourd'hui est devenu détenu par une centaine de familles. Et donc il y avait un escroc, il y en a 100 aujourd'hui. Et la situation économique, fondamentalement, n'a pas changé. Des anciens des partis de Ben Ali qui reviennent au pouvoir, des islamistes qui ne sont pas d'accord entre eux, entre ceux qui sont plutôt wahhabites et rigoristes, entre ceux qui sont libéraux. La situation est celle-là. Et donc, c'est à la population tunisienne, et c'est ce qu'elle fait très bien, de se battre, parce que quand il y a eu l'opération de Daesh, la dernière en provenance de Libye, les Daeshiens
Tunisiens, tous, si j'ai bien compris, sauf un qui était algérien, sont venus en étant sûrs que la population tunisienne allait les soutenir. Ils frappaient sur quelques portes pour dire réjouissez-vous, nous sommes Daesh, nous venons vous libérer. Et donc, quand la population a rejeté, Daesh a perdu. Et donc ça, c'est la situation. Mais quand on a grandi, pour avoir un regard global, c'est quasiment la même situation qui se produit dans tous les pays arabes où le printemps est devenu hiver. Libye, Syrie, Égypte, où la répression frappe aujourd'hui d'une manière vraiment féroce. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y avait des systèmes économiques inféodés à l'Occident, pour faire simple, avec des hommes autoritaires, parce qu'ils n'étaient pas si dictateurs que ça, qui étaient au pouvoir. L'Occident a maintenu le système et a viré les hommes qui le représentaient. Ouais. Quand Ousmane nous dit Ben Ali existe toujours encore, il a juste été remplacé. Bien sûr. Non, mais c'est pas Ben Ali. C'est la structure économique, sociale et politique de Ben Ali qui est maintenue en Tunisie. C'est celle de Moubarak qui est tenue en Égypte. C'est celle de Salah qui est maintenue. C'est peut-être même pire en Égypte. Hein. Non, mais c'est le système. Quand on voit le général Sissi. Oui, non, mais on parle de système. Donc, ce qu'il y a eu, c'est comme si on a enlevé le vernis extérieur qui s'appelait dictature. On était en rouge, sang, et on a repeint un petit peu en blanc, et on a dit voilà, ça s'appelle démocratie, mais derrière la couche, c'est la même chose. Et ça, aujourd'hui, en fait, c'est toujours la guerre entre les deux clans. L'empire russe qui n'est plus un empire qui essaie de survivre, de se reconstruire, et l'empire occidental qui impose donc sa démocratie entre guillemets, c'est-à-dire ses McDonald's, c'est-à-dire son Coca, c'est-à-dire son modèle de vie, c'est-à-dire le soutien d'Israël, c'est-à-dire l'oubli de la question palestinienne, c'est-à-dire en France l'interdiction de toute expression de liberté, notamment pour BDS. Voilà, on a changé les hommes, on a gardé le système. Je pense que c'est une belle définition. Moi, je rajouterais aussi sur un plan interne. Que le débat justement entre islamistes et laïcs empêche justement les pays musulmans de manière générale. Ousmane, si vous permettez. Attendez. En fait, les laïcs ne sont pas laïcs. Et les islamistes sont pas. Et les islamistes, on ne sait pas ce qu'ils sont. Parce que c'est les laïcs, quand il fallait mener la bataille politique contre l'islam politique. On dit non, on est tous musulmans, on fait tous le ramadan, on fait. Donc il n'y a pas de bataille idéologique. Non, mais moi j'irais même plus aussi. Moi je pense qu'il y a une véritable bataille idéologique. Si, il y a quand même deux visions qui s'affrontent. Et le problème, il est que ces visions-là et leur confrontation. La confrontation, en fait, entretient chaque vision dans son propre camp. C'est comme si les islamistes avaient besoin de l'existence des laïcs pour pouvoir exister, et ils ne veulent pas aller au bout de la logique, et que les laïcs entretiennent leur antagonisme avec les islamistes, empêchant les modérés des deux camps de pouvoir mettre en place des accords et surtout de dépasser ce débat idéologique pourri, quoi. Je veux dire, les islamistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Un État islamique, mais la plupart des islamistes qui veulent accéder au pouvoir, que ce soit les frères musulmans en Égypte ou que ce soit Nahda ou que ce soit l'AKP, ils ont plus rien d'islamistes de toute façon aujourd'hui, ils disent tous qu'ils veulent la démocratie et qu'ils acceptent l'état de droit. Alors, bon, et de l'autre côté, on a les laïcs qui veulent à tout prix, qui acceptent même les dictatures. Parce qu'aujourd'hui, il y a des laïcs, des libéraux, des libéraux. Un libéral, normalement, il peut jamais être d'accord avec la dictature. Tout à fait. Mais à cause de leur haine et contre les islamistes et surtout pour le pouvoir, ils sont prêts à soutenir des gens comme Sissi ou d'autres formes de dictature parce qu'ils ont la haine contre les autres. Donc il faut à un moment donné monter le niveau. Les laïcs arabes et musulmans, mais je parle ici des arabes, ne sont pas des véritables arabes, ne sont pas des véritables laïcs. Des gens qui sont pas des véritables non, mais ils sont pas. Et les islamistes ne sont pas des véritables représentants de l'islam. Donc chacun utilise un peu ce hocher idéologique pour pouvoir se maintenir. Pour être tout à fait complet concernant la Tunisie et ce donc premier anniversaire, triste anniversaire, eh bien il y a la visite. Parce que maintenant on va se mettre à faire, on va faire les anniversaires des anniversaires. C'est une idéologie mortifère que ces anniversaires, parce qu'on voit ce que ça donne au niveau de ce qui s'est passé ici et là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, notre vie n'est plus cadencée par l'avenir, par l'optimisme, par le vivre ensemble, mais par le rappel de certains faits historiques. D'ailleurs, c'est un des drames du chiisme qui, 14 siècles après, continue aussi à célébrer le jour de la mort ou de l'assassinat de Hussein. Et donc, si vous voulez, c'est quand on s'enfonce dans l'histoire passée sans regarder l'histoire à venir pour les jeunesses qui arrivent, je veux dire les jeunes qui naissent aujourd'hui. Hussein, c'est bien, il a été assassiné, c'est bien, c'est mal, il a été assassiné ce jour-là, mais le fait qu'aujourd'hui, en disant nos ancêtres étaient responsables d'eux, ne leur donne pas de la pêche. Et aujourd'hui, les quelques sociétés qui avancent, ce sont
des sociétés très rares, hein, c'est les pays nordiques et tout ça, avec des complications qui arrivent, mais qui essaient de se projeter toujours demain, en laissant tout ça à l'histoire. Aujourd'hui, nous avons un grand problème dans ce monde dit arabo-islamique, à mon sens, c'est ce qu'on a appelé la fermeture de l'Ijtihad au XIIe siècle. C'est les Ottomans qui ont pris le pouvoir pendant pratiquement 5-6 siècles, qui ont gagné beaucoup de terrain par des batailles militaires, qui ont perdu beaucoup de terrain lors de la chute de l'Empire ottoman, qui n'ont rien produit sur le plan intellectuel. Je suis pas d'accord avec vous. Vous me direz qu'est-ce qu'ils ont produit, et vous me direz s'ils ont inventé l'algèbre, le zéro, et tout ce que ce sont les Indiens qui ont inventé l'algèbre. Non, pas l'algèbre. Non, le zéro, c'est qui l'a inventé? C'est les Indiens. Non, mais c'est les Arabes. Non, c'est le Khawarizmi, et donc, d'ailleurs. Le zéro, ça vient de chez les Indiens. Non, la déformation du nom Khawarizmi. Oui, c'est l'algorithme. Oui, c'est l'algorithme. Oui, j'ai compris. En tout cas, l'optique, plein de choses ont été faites. Je suis pas d'accord avec vous ici. Vous me direz qu'est-ce que les Turcs on en parlera. Pourquoi est-ce que je suis pas d'accord avec vous ici? C'est pas grave. Vous me direz, ce que les Turcs ont inventé sur ce plan des sciences. Non, c'est ce qu'il y a derrière votre propos qui me dérange. Parce qu'il y a cette idée un peu nationaliste arabe. Non. Attendez, je parle pas de vous, mais je parle de l'idée. Non. Pas de vous. Non. Mais il y a un peu cette idée de dire que, au fond, la grandeur de l'islam, c'était quand les Arabes dirigeaient. Et puis, comme par hasard, quand les Turcs sont arrivés, alors que le règne turc a été avec Soleiman le Magnifique et d'autres grands califes et sultans qui sont venus après, a été sur le plan culturel et intellectuel militaire. Qu'est-ce qu'il y a comme production qui nous marque aujourd'hui? Attendez. Et quand je dis civilisation arabe, en fait, la civilisation des Arabes n'a pas été faite par les Arabes, elle a été faite par les Perses, par les actuels. Non, mais même avec les Arabes, il n'y a pas de souci. Mais il y a cette critique facile de la part des nationalistes arabes et islamistes de dire qu'au fond, il faut revenir. C'est un peu l'idée des Laurence d'Arabie et compagnie là avec la. En Arabe, il était anti-arabe. Non, je parle. Il a même piégé et manipulé les Arabes. Effectivement, mais c'est cette idée de la part des Arabes à l'époque vers le début du XXe siècle et le nationalisme qui était en train de pulluler partout dans les différents empires, de dire que eux aussi ils veulent avoir un royaume arabe, un califat arabe. Non, je parle pas de vous, je parle de l'idée. Et que à l'aune de cela, tous les livres d'histoire ont tendance à noircir la période ottomane alors qu'elle n'est pas. Vous me direz ce qu'ils ont produit. Pour ma vision, c'est comment aujourd'hui les peuples qui se reconnaissent dans cette civilisation arabo-musulmane, qui ne signifie pas une civilisation arabe. Pourquoi parler d'arabo-musulmane d'ailleurs? Parce que dans la dimension musulmane, il y a le Coran, Mais le Coran n'est pas arabe. Il est en langue arabe. Oui, mais il n'est pas arabe. Non, il n'est pas arabe, il est en langue arabe. Et donc c'est pour ça, dans cette sphère culturelle, mon idée c'est comment faire pour relayer ce qui s'est passé il y a 7 siècles, duquel on doit s'inspirer, mais auquel on ne doit pas retourner. Je suis d'accord. Pour construire un avenir qui pourrait être aussi glorieux. Et dans ma bouche, d'ailleurs, en tout cas dans mon esprit, quand je dis civilisation arabo-islamique, je pense toujours à la civilisation qui a eu lieu en Andalousie, avec le vivre ensemble de beaucoup de gens, même si c'était pas parfait. Mais est-ce que vous pouvez découper ce qui s'est passé en Andalousie du reste de la civilisation musulmane? Non, mais on n'aura pas le temps en plus. Oui, non, mais la période pour moi la plus florissante, c'est celle du vivre ensemble, de la production en continu de tous. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a un problème extraordinaire du recul du savoir dans une civilisation religieuse qui commence par Iqra, c'est-à-dire lit. Et c'est peut-être la conséquence de l'abandon du lit qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes dans ce que nous... Aujourd'hui, quelle est la puissance de cette civilisation? Appelez-la musulmane. Moi, maintenant, je l'appelle arabo quelque chose. Parce que les berbères voudraient lui rajouter berbère. Non, mais dites musulmane, parce que chez les musulmans, les arabes sont minoritaires. Oui, ils sont minoritaires, mais comme ils étaient à l'origine de la production. En tout cas, on ne sait même plus comment l'appeler. Bon. Musulmane. Non, moi, je trouve que c'est très bien. Non, mais parce que dans musulmans en Occident aujourd'hui... Et même les chrétiens, je les mets dedans, parce que les chrétiens d'Orient sont de culture musulmane. J'y viens, parce que musulmans aujourd'hui, c'est une assignation à la seule identité religieuse. Non. Alors, oui. Non, c'est pas une assignation. C'est une assignation de l'autre dans une dimension strictement religieuse. Non, mais nous-mêmes, avant la venue des colons, comment on s'intitulait nous-mêmes? On s'intitulait en tant que musulmans. Oui, mais après on avait nos spécificités. On avait les Berbères, on avait les Africains. Oui, il y avait tout le monde. Alors tout ça pour dire. En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas ce qui guide les peuples, ce sont les civilisations, les productions intellectuelles, culturelles, scientifiques
Nobel aujourd'hui, c'est devenu donc la règle, et que dans le monde musulman, dans le monde arabe, on peut dire arabe, c'est pas haram. Non, mais les deux, on n'y accède pas souvent. Et quand un peuple n'accède plus aux cultures, et surtout il ne produit plus de culture pour lui et pour les autres, c'est-à-dire que c'est un peuple en régression. Et moi, c'est le point sur lequel intellectuellement je suis un peu malade. Quand on ne produit pas intellectuellement, quand on ne produit pas scientifiquement, c'est qu'on est en phase de largage total, et on ne peut pas aller se battre avec ceux qui produisent. Bon, je suis d'accord avec vous. Bon, et bien on va terminer sur cet accord, c'est parfait. Non mais excusez-moi, ouais, quand on prend un pays comme la Grèce, je ne sais pas combien il a de population, mais qui produit plus de livres, et qui traduit plus de livres que tout le monde dit arabe, 200 millions d'habitants, 200 millions d'habitants, et que tout le monde islamique, 1 milliard d'individus, il y a quand même un problème. Alors pour dire que donc à cette occasion où s'il en fallait une, en tout cas elle est là, c'est la visite du nouveau ministre des Affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault, qui est à Tunis, donc un homme affable. Oui, pour Jean-Marc Ayrault, qui entend être à l'avant-garde du soutien à la Tunisie, que ce soit sur le plan économique en matière de lutte contre le terrorisme, mais il doit également se rencontrer le président Béji Caïd-Essebsi. Jean-Marc Ayrault doit aussi avoir des entretiens à Tunis avec le premier ministre libyen désigné Fayez El-Sarraj. On sait que le climat sécuritaire dans la région est intimement lié à une stabilisation évidemment de la Libye. Donc affaire à suivre pour ces discussions en cours pour le nouveau ministre des Affaires étrangères. Méziane, bonsoir. Bonsoir Monsieur Tariq, bonsoir Monsieur Osman. Bonsoir Monsieur Méziane. Alors on y va Méziane, qu'est-ce qui se passe? Bien écoutez, on est en train de refaire un petit peu l'histoire et la politique des pays arabes. Les pays arabes, il faut savoir qu'ils n'ont aucune indépendance, quels qu'ils soient, autant qu'ils sont, parce qu'ils sont dépendants de l'Occident. Oui. Et d'autant plus que l'islam, particulièrement le sunnisme, n'est pas organisé. Il y a autant de régimes musulmans que de pays, chacun pratique à sa manière. Donc à partir de là, je crois qu'on est bien divisé pour longtemps. Et moi, je pense que lorsqu'on sait que l'Arabie Saoudite applique un islam à sa manière, et lorsqu'on voit l'Algérie ou la Tunisie ou le Maroc applique d'une autre manière, ben, il faut pas s'attendre qu'il y ait une unité musulmane ou islamique, mais pas dans le sens intégriste, mais je parle dans le sens de la démocratie et de ce qu'on appelle de la chose publique, pour vivre citoyennement avec les droits des citoyens. C'est-à-dire que la corruption, elle est le plus grand souci de tous les pays arabo-musulmans. C'est la corruption. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne produisent rien, ils sont tout simplement des commerciaux qui achètent et qui revendent. Donc ils ne travaillent pas pour leur peuple, ils font pas d'éducation. Lorsqu'il y a quelques intellectuels qui commencent à revendiquer, on leur dit bon ben vous pouvez partir à l'étranger, on n'a pas besoin de vous. Il suffit de se rappeler de Boudiaf, lorsque Antenne 2 est allé l'interviewer en Algérie à la suite du départ de, je me rappelle plus si c'est Zaroual, je crois. Et ils lui ont dit, bon, vous avez un État d'Algérie qui est en déliquescence, il y a l'intégrisme, il y a le terrorisme. Comment vous pensez pouvoir essayer de résoudre? Est-ce que vous avez les hommes de qualité pour gouverner votre pays? Il lui a dit, on a des hommes de qualité, mais ils sont corrompus. Et on a des hommes de bonne volonté, mais ils sont incapables. J'ai complètement Méziane vraiment pour la boutade qui n'était pas. C'est nous avons des hommes compétents, mais ils sont chez vous, et vous êtes vous à développer. Eh ben voilà. Donc moi je crois qu'il faudrait d'abord au niveau de l'islam, la Ummah, il faudrait avoir une organisation du même titre, du même type que l'Iran, le chiite. Ils sont organisés avec un clergé. Nous, tant qu'on n'aura pas de clergé, chacun dira bah le Coran, moi je l'interprète comme je veux, et puis c'est pas vous qui allez me dire ce que je dois faire. Merci Méziane. Ousmane, t'es ok pour ça? Non. Non. Moi, je suis OK à 90%, peut-être pas sur les 10% du clergé. Oui, moi, je parlais du clergé. Ah, d'accord. Mais pour le reste, ma question était la même à Ousmane. Que produisent les musulmans aujourd'hui pour faire plaisir que produisent sur le plan intellectuel et sur le plan scientifique? Dans le monde musulman, mes chers amis, ceux qui ont des problèmes, c'est les Africains, les Maghrébins. Hein. Oui. Les Turcs, ils n'ont pas de problème. Attendez, je parle du peuple. Ouais. Ah oui. Le peuple turc, les musulmans d'Asie,
ils ont pas les problèmes qu'on traîne, nous. Donc, à un moment donné, il faut que nous, on arrive justement à se dire, il y a 1 milliard de musulmans, on n'est pas tous pareils. Il y a d'autres musulmans qui vivent pas les problèmes que nous avons, ça c'est un premier point. Parce que souvent, quand on parle de musulmans, on parle de nous, en fait. Et de nous, même, les Arabes parlent que de eux. Ça, c'est un gros problème aussi. Ça, c'est un premier point. Donc, se dire, les gars, quand même, il y a d'autres musulmans, d'autres populations, ils ont pas les mêmes problèmes que nous. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse sur comment ça se fait. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, ne serait-ce que cela, et la Libye, faudrait aider à régler leurs problèmes. Ils peuvent pas tenir face à l'Occident s'ils sont pas unis. La Tunisie ne vaut rien du tout si elle n'est pas unie avec l'Algérie et le Maroc. Il faut un marché commun. Il faut un État fédéral. Et c'est tout. Et il y a tout ce qu'il faut là-bas en termes d'histoire, de langue, de coutumes, de règles. Il y a tout ce qu'il faut pour unir. Et en tout cas, il y a bien plus de choses qui unissent ces gens-là que les Européens. Les Européens, ils arrivent à s'unir. Et puis, les Arabes, ils passent leur temps qu'à se taper dessus. Qu'est-ce que vaut la Tunisie face à la France? Que dalle, walou. Et la Tunisie ne peut pas être forte si elle n'enclenche pas une véritable action diplomatique de rapprochement entre les pays voisins. Pour ce qui concerne l'islam de manière générale, moi je pense que déjà, il faut dépasser les nationalismes et les ethnicismes. C'est ce qui tue, c'est une idolâtrie pour moi, un point c'est tout. Oui. Et la grandeur de l'islam, c'était d'avoir levé les frontières que l'Empire romain a imposées entre les différentes populations, de telle sorte qu'on pouvait partir de la Méditerranée, de l'Atlantique, jusqu'à l'autre bout vers l'Asie, sans rencontrer une seule douane. Oui. Et ça, il faut revenir vers ce modèle-là. Je reviens sur la Turquie. L'Empire ottoman avait ce génie de pouvoir, mine de rien, associer, et ça c'est grâce aux valeurs de l'islam et aux règles du droit musulman, de faire vivre ensemble différentes religions et différentes populations, en leur laissant une certaine autonomie tout en les habillant d'une protection générale et d'un sentiment d'empire ottoman. Je dis pas qu'il faut, comme l'a dit Tariq, revenir en arrière. L'arrière est fini, on peut plus revenir en arrière. Mais s'inspirer à un moment donné d'un certain nombre de modèles, à l'heure où il y a des empires économiques qui se mettent en place, à l'heure où l'Union européenne est en train de se rendre compte qu'elle est en train de se fourvoyer dans la désunion dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, il faut que nous revenions à un véritable, je dirais pas empire, mais une fédération d'États musulmans qui laisse là, sur le plan régional, l'autonomie aux différentes cultures et aux différents peuples, tout en ayant des valeurs communes et des coopérations. Est-ce que ça, c'est impossible? La seule chose qui rend impossible cela, c'est notre stupidité, l'avidité de nos dirigeants et l'inconséquence de nos intellectuels. Il faut d'autres générations. On est d'accord. J'ai dit tout à l'heure un mot, Christophe, sur le 5e anniversaire de la Syrie. Je sais pas si on pourra en débattre encore un mot. J'ai reçu beaucoup de dépêches et beaucoup d'éléments d'information qui fait que des associations marocaines de France et de Paris organise un sit-in à Paris ce dimanche au Trocadéro à partir de 14h30, et ce pour dénoncer la prise de position de M. Ban Ki-moon sur la question du Sahara. J'allais dire, je commenterai pas aujourd'hui cette information, on la commentera la semaine prochaine. Tout le monde connaît ma position et notre position sur le Sahara, mais pour ceux qui sont intéressés, quelques auditeurs marocains ou des gens qui veulent peut-être aller discuter avec des jeunes marocains sur cette question. Donc il y a les deux associations. C'est une association qui s'appelle en France Association des jeunes défenseurs du Sahara marocain, et l'autre, elle s'appelle l'Association des étudiants marocains en France, et ils appellent à cette manifestation. Donc pour ceux qui sont intéressés, bon, on commentera la semaine prochaine. Demain, beaucoup d'activités dans la communauté donc franco-maghrébine, beaucoup de réunions, et c'est des choses qu'il faut savoir, et après chacun en tire les conséquences qu'il souhaite. Est-ce qu'on a un peu de temps pour le schisme ou pas? Non, tout à l'heure. Tout à l'heure, parce que le monsieur a quand même fait une proposition sur le schisme. J'ai dit que j'étais pas d'accord, mais j'aimerais approfondir par respect au moins pour sa proposition. Par le fondement du Coran lui-même et de l'islam, mais bon, on peut en parler. C'est vrai que la question aujourd'hui, est-ce que le centralisme non démocratique de la chrétienté qui aboutit au système des papes,
a permis, quand il y a eu des clashs dans certains pays d'Europe, de régler le problème entre un bonhomme. Mais bien sûr que non. Bah si, aujourd'hui. Non. L'histoire de l'Europe, c'est quoi? C'est une histoire de combat entre les différentes religions. C'est quand ils ont dégagé le pape du pouvoir que ils ont réussi à s'entendre. Voilà. Et c'est pour ça qu'en islam, il n'y a pas d'église. Parce que c'est un rapport idéologique, intellectuel, philosophique. Mais pourquoi faut à tout prix avoir un clergé, faire un petit peu ce que font les autres? Les musulmans sont pas capables de s'entendre dans un modèle différent? Surtout que le modèle coranique est un modèle de la Oumma. C'est la Oumma qui se gère toute seule. Et sur le principe, sur le principe de la concertation. Non, mais le modèle. Mais pas d'église en islam. Non, mais il n'y a pas d'église, je suis d'accord avec vous. Mais le modèle, il faut que l'islam prône, c'est la vraie démocratie dont tout le monde rêve, c'est-à-dire la participation de tous. Mais dans l'islam, la participation de tous n'a quasiment jamais eu lieu. Si, elle a déjà eu lieu. Oui, dans la Saqifa, quand les hérétiques. Même après. Il y a quand même des poches de lumière dans la civilisation musulmane. Des poches de lumière. Mais il n'y a pas eu de choses. Il n'y a pas eu la démocratie ouverte à tous, et il n'y a pas eu les alternances au pouvoir. Vous savez, quand on a eu les indépendances en Afrique dite subsaharienne et en Afrique du Nord, bon, en gros, moi je me rappelle d'une de mes filles quand elle était petite, quoi. Et puis on partait en Tunisie, on revenait, on partait. Et un jour, elle a eu le réflexe, mais elle devait avoir, je sais pas, 12 ans. Elle me dit, papa, mais c'est toujours le même à la télé ici. En France, non. C'est pas le même. C'est pas le même. Quoi qu'en ce moment, on voit un peu le même. Oui, mais il est chargé aux musulmans de réfléchir. Le Coran présente, je sais, quand je fais des cours de philosophie politique sur le contrat de Médine. Il y a dans le Coran ce qui permet à la communauté de remplacer l'idée de l'église. S'il n'y a pas d'église, c'est parce que personne n'a la science infuse. Mais par contre, la communauté est responsable de son destin. J'en termine là. J'ai parlé une fois à un ministre, pour ne pas dire homme ou femme, un des premières personnes qui a été ministre en France de la Constitution de Médine. Et cette personne m'a dit, ça a été publié quand et où. Voilà le niveau de culture que nous avons aussi dans cette communauté. Bon, je vous présente un perdant. Ah non, il n'est pas perdant. Ah si. Ah non. Quelqu'un qui joue 100 matchs, un peu comme le PSG. Non, c'est un bon. Non mais, comme Comment le PSG. Ça, 100 matchs? Attends, il a joué 100 matchs, il en a gagné 99. Il perd 1, et là tout d'un coup on le présente perdant. C'est exactement ce que j'ai fait avec Christophe. Le jour où le PSG a perdu le seul match de l'année, je lui fais pareil, il n'a pas aimé. Mais lui, il l'applique à Amar. Bonjour Amar. Oui, bonjour, salam alaikum. Comment ça va Amar? Alhamdulillah. Vous vous êtes remis de cette lourde défaite de mercredi face à Amou. Alors il était content Amou, hein? Il était content, mais vous savez, juste un petit mot, Christophe. Oui. Parce que je sais que vous, c'est l'extase pour vous. Mais dites la vérité, parce que vous dites souvent des choses en ce qui me concerne, entre autres. Je sais pas, vous avez un malin plaisir à me chatouiller. Pas en votre absence. Mais non. Toujours en votre présence. Laissez-moi finir. Lourde défaite. Effectivement, Amou, il a gagné une réponse de bonne. Moi, effectivement, je dis ce qui est entièrement bon. Je n'ai su répondre à aucune question. C'est ça. D'accord. Alors, les footballeurs. Lourde défaite, écrasante défaite. S'il m'avait mis 10 à 0, par exemple. Par exemple, vous qui toujours dans le foot et tout ça, il y a une équipe qui fait 7 à 0, c'est une lourde défaite. Ça va arrêter de pleurnicher, là. La prochaine fois, Christophe, avant de dire n'importe quoi. Arrêtez de pleurnicher. Amar, les footeux, quand ils gagnent un match 1-0, on a de qu'est-ce qu'on leur a pas mis? C'est 1-0, mais c'est comme ça. C'est quand même une victoire face à Amar, quand même. C'est comme si, je sais pas, le petit club de Brest allait battre le PSG d'aujourd'hui, vous voyez? Bon, voilà. Oui, d'aujourd'hui, le PSG n'a pas toujours été au top. Arrêtez avec votre PSG, là. C'est l'idolâtrie à la fin, là. Faut lui retirer l'argent du Qatar, et on verra si elle arrive au premier tour. Attendez, vous n'allez pas faire comme Zlatan, de dire n'importe quoi. C'est-à-dire que le PSG est né le jour où le Qatar est arrivé. Le PSG est une histoire, le PSG a eu des grands joueurs, le PSG a eu son heure de gloire. Il a eu surtout des grands présidents. Oui. Qui ont fait le travail du côté humble. Moi, j'ai rencontré, j'ai connu, comment il s'appelait, Francis Borrelli. Oui, qui porte une tribune, une tribune porte son nom. Non, mais ce type qui était patron du PSG, n'importe qui pouvait le rencontrer, lui parler. Il avait toujours une petite sacochette
dans laquelle, et c'était le citoyen populaire qui est monté parce qu'il adore le foot et parce que les gens l'ont mis à cette place. Ça, oui, ça c'est. On a eu des grands joueurs quand même. Je sais pas. Ah oui, bien sûr. Le grand joueur pour moi. Ginola aussi. Non, mais c'est que vous n'avez pas vous l'avez pas connu. Le grand joueur pour moi, c'est quand même Dahleb. Ah oui. Qui a osé en plus, qui a une tête, contrairement à notre ami Karim, que j'aime bien, mais sans plus Karim Benzema, qui un jour a été reçu sur un plateau de télévision à 13h ou à 8h. Il y avait une grève de travailleurs chez Citroën à l'époque. Il a une phrase terrible parce que le journaliste commence à le pomper, quoi. Le grand joueur d'Aleb et tout ça. Et l'autre lui dit, oui, je sais que je suis un grand joueur et tout ça. Sauf que moi, je suis l'immigré qui utilise ses pattes pour gagner sa vie. Et ceux qui sont en grève utilisent tout leur corps et ils ne gagnent pas leur vie. Voilà, ça c'est Dahleb. Ouais. Amar. Oui. Vous ne bougez pas, j'ai la pub et je peux pas y échapper. Hein. D'accord. À tout de suite et on s'occupe de vous dans un instant. Amar va-t-il reprendre son titre? À suivre dans un instant. Et puis on parlera évidemment de cet accord trouvé aujourd'hui entre la Turquie et l'Union Européenne. À partir de dimanche, je vous rappelle, tout réfugié qui arrivera en Grèce sera expulsé directement en Turquie. On y revient dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Christophe sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec Ousmane Timéra et Tarek Mami qui sont là, et quand ils sont là les deux ensemble, alors ça nous donne des débats sans fin évidemment. Ah bah sans fin, merci pour avec du fond. Deux, hein. Voilà. Mais sans fin, je veux dire. Alors attendez, Tarek Mami. Ça se voit que vous n'avez pas voyagé dans un TGV avec Ousmane Timéra et Mohamed Bajrafil pendant 3 heures. Oui. Hein. Eh bien, l'aller et le retour et le débat n'était pas fini. Non mais le retour, le débat n'était pas fini. Oui, mais c'est pas un débat sans fin. Vous savez comment ça s'appelle cela, cher Christophe, dans l'ère médiévale, que ce soit chez les musulmans, dans la civilisation musulmane, que ce soit chez les chrétiens, ça s'appelle l'art de la controverse. Ouais. Et l'avantage de l'art de la controverse, c'est qu'en fait, deux hommes libres, ce qui n'est pas souvent aujourd'hui le cas en France et dans l'Occident, s'expriment comme ils le souhaitent sur un sujet donné sur lequel ils tombent d'accord. Et après, j'allais dire, il n'y avait pas les applaudissements parce qu'il y avait le respect. On sentait à l'ambiance de la salle qui a gagné la controverse. Mais en fait, les deux s'enrichissent et ceux qui sont dans la salle, c'est encore plus. Et si on pouvait revenir dans le monde musulman à ces controverses, au lieu de prendre des kalachnikovs côté Daesh et pour dire, toi, t'es pas un vrai musulman, je te tue, les gens de Daesh n'auraient même pas les moyens de faire de la polémique face à Ousmane, je prétends même face à moi-même ou face au dernier des citoyens qui fait juste sa petite prière et son petit ramadan. Et vous parlez de gagner, ça tombe bien, c'est ce qu'il va essayer de faire, en tout cas l'ami Amar, il est là? Il est là, il attend patiemment. Bon, on y va tranquille parce que là, on a plus beaucoup de temps. Amar, est-ce que vous prenez la main ou est-ce que vous la laissez? Vous jouez aussi? Moi, je joue pas. Non, moi, en fait, la règle du jeu. Comment ça, il joue pas? Non, mais la règle du jeu. Moi, ça m'intéresse pas ces jeux, moi. La règle du jeu, c'est qu'on ne joue pas contre Ammar ou avec Ammar, mais quand Ammar patine, bon, on essaie de donner des. Ah, d'accord, ok, bon. Bon, Ammar. Allons, on va jouer le jeu. Prends la main? Oui. Allez, il est né un 18 mars, puisque nous sommes le 18 mars aujourd'hui. La révolution syrienne? Non, oui, entre autres, oui. Mais en 1908, je cherche un compositeur d'une célèbre chanson, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est Claude François. Non, le compositeur. Ah, pardon. Le compositeur, 1908. Oui, autant pour moi. Oui, il a un œil de verre, même. C'était le mari de Lynn Renaud. Loulou Gasté, pardon. Voilà, Loulou Gasté, c'est le compositeur de Comme d'habitude. Ah non, pas du tout. Comment ça, comme pas du tout? Pas du tout. Ah bah écoute, c'est ce qui a marqué sur ma feuille. Hein. Votre feuille, elle est ripoux, excusez. Hein. Amar, vous savez que la feuille de Christophe, c'est aussi valable que la Bible, que la Bible première version, quoi, avant les apocryphes.
et je dirais pas comme le Coran parce que quand c'est écrit, c'est écrit. Hein. Là, attention. J'ai pas été attention, Tarek Mami, c'est glissant là. C'est glissant là. J'ai dit que je ne dirais pas. Mais pour lui, c'est écrit. Quand on était gosse, c'est écrit, c'est écrit. Voilà. Comme d'habitude alors. Quand on était gosse, on nous disait. Loulou Gasté, il avait même fait un procès à un chanteur pour la chanson Feelings. C'est un chanteur brésilien. Il a gagné d'ailleurs parce qu'il avait pompé quelques notes et puis bon, ça suffit pour dire que c'était du plagiat. Loulou Gasté, non, que c'était Claude François et Révo. La chanson, comme d'habitude, mon cher ami, elle a été adaptée pour les États-Unis pour Frank Sinatra. Et c'était le chanteur qui chantait Diana. Très bien. D'origine belge. Deux choses, Christophe. La première, elle m'est échappée parce que vous m'avez coupé. Oui, quand on était jeune, on nous disait Wallah, ça a été dit à la radio. Wallah, ça a été dit à la télé. Donc, si ça a été dit à la radio et à la télé, c'est la vérité. C'est une vérité. Voilà. Deuxième chose, s'il vous plaît, pour Amar, à partir de lundi, posez toujours des questions à partir des années 60. Oubliez avant. Pourquoi? On va voir, parce que là, il vit sur un capital culturel ancien. Bougez-le un petit peu comme moi, les enfants essaient de me faire quand on arrive à Facebook et à toutes ces choses que je comprends pas. Bougez-le à partir des années 60 et on verra si la mémoire tient. Pose-lui des questions sur Beyoncé et Jay-Z. Tiens, Tarek, elle est née en 1940, 18 mars. Je cherche une employée bancaire. Elle a été députée européenne. Et candidate 5 fois à la présidentielle. Exactement. La réponse est donc Arlette Laguiller, évidemment. La candidate. Elle a mis une autre. Elle a le record, je crois. 5, oui. Elle a mis une à sa place qui lui ressemble un petit peu, qui commence à prendre la bouteille. Mais elle a pas le même talent. Non. C'est clair. Ça va très vite. Amar, 1959, il est né. Là, on est plus dans les années 60. C'est un grand réalisateur. Si je vous dis juste le Grand Bleu, vous me dites? C'est Luc Besson. Luc Besson qui fête son anniversaire. Vous voyez que je m'arrête pas aux années 60. Non, c'était 59. 59. Oui, mais bon, sa carrière, elle a commencé dans les années 70, 80. Ah oui, on y va, oui. On est en 1806, Tarek, c'est quelque chose que vous connaissez fort bien, vous, en tant que chef d'entreprise, la création d'un conseil, lequel? Oh là. Caisse des dépôts? Non. Non, le conseil des patrons? C'est le BDF? Non. C'est un BDF, c'est un BF? C'est la Banque de France? C'est un conseil qui règle des conflits entre employés. Le Prud'homme, ouais. Exactement. Napoléon. Oui, alors là, vous donnez plein d'indices. Le conseil des Prud'hommes a été créé en 1806, messieurs. Ah vous n'avez pas eu d'indices quand il vous a dit c'est le mari de Lynn Renault. Oui. Tout ça, c'est pas des indices, hein. Tiens, Amar, 1959. Je vous demande quel est l'État qui devient le 50e État des États-Unis. C'est pas Hawaï? Hawaï est une très bonne réponse, magnifique. D'ailleurs, Obama a failli ne pas être autorisé à candidater parce qu'il y avait un problème sur Hawaï et quand il est né sur Hawaï, on savait pas si c'était encore Amérique ou pas. Il y a eu même un procès que Obama n'a pas perdu puisque l'autre n'a pas gagné non plus, mais sur Hawaï, État américain ou pas. Tiens, Amar, Tarek, ça va vous parler. Hawaï, d'ailleurs, le seul concert qui a été transmis interplanétaire, sur la planète, c'était le concert d'Elvis Presley from Hawaii. Ah oui, d'accord. C'était en quelle année, ça? C'était 2-3 ans avant sa mort, je crois. C'est-à-dire? Il est mort en 77, si je ne m'abuse. Donc, c'était dans les années le 12 août. On est en 2002, Tarek, ça devrait vous parler. Je cherche, c'est une première PR du Mémorial à Paris, qui est dédiée à quoi? En 2000? En 2002. Ça se passe du côté du cimetière du Père-Lachaise. Oh là. Moi, je sais que la première pierre a été posée en 2002 concernant ce mémorial à Paris, dédié à quoi? Bastoche, Tarek, là. Le Veldiv? Non. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas de la politique, c'est... Ah si. Ah oui? Mémorial. D'ailleurs, on va en parler plus que jamais ce week-end. Hein. C'est pas la Shoah, c'est pas autour de ça. Attendez, alors si vous parlez de la guerre d'Algérie du 19 mars, c'est ça, Christophe? Alors, c'est pas vraiment la réponse, c'était les disparus d'Afrique du Nord. Oui, non, mais parce que de 1952 à 1962. Parce que le mémorial du 19 mars, lui, est au quai Branly. Et là-bas, le président de la République François Hollande je vais pas me faire virer parce que j'ai pas dit le président de la République. Bon, le président de la République François Hollande va faire le premier discours et il y a une levée un tollé de la droite. Parce que, je sais pas si vous connaissez cette histoire, cher Osman, mais le 19 mars, c'est le premier jour de l'arrêt de la guerre en Algérie, puisque les accords de Vian se sont terminés le 18 au soir,
et ont décidé que le 19 à partir de Oui, midi, ce serait la date. ça serait la date. Et donc pour la droite, cette date ne peut pas être tenue parce qu'il y a eu des massacres de Français, le rapatriement de milliers de pieds noirs et surtout la mort de plusieurs harkis. Après cette date entre donc le 19 mars et le 5 juillet, date officielle de l'indépendance, alors que la gauche a plus ou moins fini par assumer, même si c'est Mitterrand, il a dit qu'il faut choisir une autre date, mais pour des raisons politiciennes. Et demain, le président de la République va faire le premier discours à cette occasion. Et je peux vous dire que Sarkozy... Pas content. Pas content, et que surtout, toute la droite utilise la phrase de Mitterrand, qui dit qu'il faut éviter le 19 mars pour prendre une autre date, et là, tout le monde devient mitterrandien et dit comme l'a dit Mitterrand. Et c'est extraordinaire de voir tous les députés de la droite De toute façon, reprendre la France, la même phrase. le discours politique, de manière générale, vous l'avez dit, est emprisonné dans un passé dont elle essaie d'imiter la grandeur sans l'atteindre, et emprisonne notre présent, et surtout est en train de cracher sur notre avenir. Alors, pour faire plaisir à Amar, j'ai été avant-hier soir dans un endroit, Christophe a diffusé hier la petite interview. Il y avait un jeune monsieur qui a 95 ans, Edgar Morin, et il a dit une phrase terrible qui a plié tout le monde. Il a dit: la France se pétennise sans qu'il y ait besoin d'occupation nazie. Extraordinaire. Chapeau. Dernière question, ce qui nous donnera la victoire ou pas, Amar. On est en 1965, c'est une question de rapidité, messieurs. Je cherche la disparition d'un ex-roi d'Égypte, lequel? Roi Farouk. Roi Farouk. Farouk, c'est pas Bonne ici. réponse. Roi Farouk qui est mort où? À Rome. En exil à Rome. Ouais. Eh oui. Bon. Même le rattrapage ne marche pas, Amar. Du coup, victoire pour... Je l'ai dit avant vous, non mais oh. Farouk, vous l'avez dit avant nous. Ah, quelle mauvaise foi. Ah ben, on met l'enregistrement de suite. J'ai dit le Farouk par provocation. Ah ben, et donc Farouk. Pour moi, c'était Ousmane, hein. Oui, on l'a dit. Tariq l'a dit avant moi. Non, mais j'ai dit Farouk. Et derrière, bon, moi. Eh ben, ça nécessiterait écoute. Voilà. Et on n'a pas grave, on partage le point. Vas-y, voilà. prends-en un bout, Amar. Eh ben, 0,50. Voilà. Et si personne ne gagnait aujourd'hui, que tout le monde avait gagné? Non, mais on va faire autre chose. Bah, si personne ne perdait, je veux dire, tout le monde avait gagné. On va faire comme les fonctionnaires. On va faire ça 1.02 et on partage en 2,06 à chaque fois. Voilà. Ouais, d'accord. En tout cas, merci pour votre participation. Ça permet en tout cas de revisiter un petit peu nos classiques, de refaire un petit peu l'histoire. C'est sympa. J'apprends des choses, même si c'est Ouais, pas... même si vous voulez pas jouer. Ah, Ousmane. Non, mais c'est pas, pour moi, c'est pas de la Pourquoi culture générale, ça. C'est quoi alors? Bon, c'est des questions à la, question pour un champion, ça. Question pour un champion. Tu vois, c'est pas ça la culture. C'est question pour Mais un attendez, champion. arrêtez avec votre culture, parce que si la culture marchait, sachez qu'on en ferait plein. Je frime pas, c'est la vérité. Une culture, c'est pas de répondre des questions à des questions comme un ordinateur. Te faire un petit peu modeste, ça ferait pas mal. Je suis très modeste, mais réaliste aussi. La culture, c'est pas ça. Bon, heureusement que je sais pas si tu arrives à mettre ta chéchia, hein, parce que j'ai pas de chéchia, alhamdoulilah. Est-ce que je peux donner une définition de la culture? Mais moi, je porte des casquettes, hein, si tu veux, tu m'en offres. Ah. Je veux donner une définition de la culture. Ouais. C'est tout ce qu'on trouve pas dans Wikipédia. Ah, voilà. Ouais, bon. Tout ce qui est sur Wikipédia. Merci Amar, bon week-end. Et à lundi. Juste une petite citation. Allez-y. D'Alphonse Allais. Allez-y. Dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même et encore pas beaucoup. Bah, il a raison. Bah oui, c'est pas mal. Merci beaucoup Amar, bon week-end. Le 5e anniversaire, puisqu'on parlait d'anniversaire, n'est pas beaucoup ça, mais c'est comme ça. La Syrie, de ce déclenchement de cette pseudo-révolution, on rappelle ici qu'on avait eu l'occasion, Tarek Mamissi, de recevoir un Syrien qui nous avait expliqué d'ailleurs comment tout avait commencé. C'était bien avant 2010 ou 2011, c'est plus exactement l'année, que tout avait commencé. Il y avait des infiltrations dans quelques quartiers pauvres en Syrie, donc tout était préparé d'avance. On rappelle que Roland Dumas aussi avait été déclaré qu'il avait été invité à essayer de prendre place dans ce conflit syrien, qu'il a évidemment refusé. Bon, tout est en tout cas apparaît comme étant quelque chose de préparé de longue date. Quoi qu'il en soit, donc il y a cette référence de ce 5e anniversaire de cette révolution syrienne. Aujourd'hui, en 2016, Tarek, la Russie s'en est allée, ou plutôt retire ses troupes. On donne comme information que les Iraniens ont annoncé l'envoi de snipers pour faire face justement au retrait russe. Mais les Russes Poutine a fait une déclaration, Tarek, intéressante. Oui. Alors, il avait fait, en fait, la première déclaration était, on a décidé de se retirer, et là, il marque, en fait, il déstabilise, il fait des échecs et mat. Il intervient au moment où personne l'attend.
parce que le 30 septembre 2015, quand il intervient, donc pratiquement le 1er octobre, l'armée syrienne était dans un mauvais drap, elle était encerclée de partout, et 2 mois après, le régime tombait. Et il intervient donc à l'improviste et sans informer personne, et il sauve la mise en quelque sorte. Débat sur le fait qu'il ait attaqué Daesh ou les opposants syriens à Bachar pour les affaiblir et mettre Bachar en position de force pour les discussions à Genève ou pas. Le débat reste toujours ouvert. Et puis, quand il gagne en fait les objectifs principaux et qu'il oblige tout le monde à aller à Genève pour discuter, il annonce son retrait. Son retrait n'est pas très bien compris, notamment dans la population syrienne. Je regardais quelques YouTube, quelques chaînes de télévision syriennes où les gens sont angoissés parce qu'ils ont été rassurés par l'arrivée de l'armée russe. Et ils sont angoissés par le départ. Ils disent bon, la machine va revenir en arrière, quoi. Et hier, donc, le président Poutine a décoré des militaires qui sont revenus de Syrie en disant dans un discours clair, nous nous sommes retirés parce que nous estimons que nous avons stabilisé la situation, mais si par extraordinaire les choses se compliquent, il suffit de quelques heures de vol pour que les mêmes avions, les mêmes militaires et le même armement repartent en Syrie. Et donc là, ça reglace notamment les Saoudiens et ceux qui pensaient pouvoir, et les Turcs, ceux qui pensaient jouer sur ça. C'est un massacre. Il ne faut jamais faire de comptabilité macabre, mais on est obligé, Ousmane, de se remémorer les choses. Près de 300 000 personnes tuées, assassinées, utilisez le mot que vous voulez, en Syrie, dont à peu près la moitié, voire un peu plus, qui étaient plutôt ceux qui soutiennent Bachar. Donc ceux qui nous lancent que Bachar a tué 300 000 personnes, ils ont tout faux, puisqu'une grande partie de ceux qui sont morts étaient plutôt de son côté, de ses militaires, de sa région et tout là. Mais 150 000 c'est déjà énorme, 300 000 c'est encore plus. Il y a eu l'intox de l'utilisation des gaz chimiques par Bachar. Tout a prouvé que c'est pas Bachar, c'est son opposition armée qu'il a utilisé dans la Ghouta. Mais une fois tout ça dit, une fois Bachar condamné comme autoritaire, moi j'aime pas le mot dictateur dans le monde arabe parce qu'il n'y a pas de vrais dictateurs, ce sont des hommes autoritaires qui tournent mal. Mais derrière, si vous voulez, une fois qu'on a dit ça, Bachar n'est pas plus démocrate, n'est pas plus dictateur que tous les autres chefs d'État arabes aujourd'hui, en dehors de quelques exceptions, peut-être un peu le Liban, un peu la Tunisie aujourd'hui, parce que Béji est élu, quoique. Mais faut comparer ça à ce qu'a connu l'Irak. On parlait d'1 million de morts en Irak sous l'armée américaine. On parle en gros de 5 à 6 millions de morts dans la guerre avec l'Iran, dans la guerre avec le Koweït, dans la deuxième guerre. Et ça, par contre, personne ne trouve rien à redire au dictateur Bush, aux Américains. Et donc, si vous voulez, autant je suis de ceux qui condamnent tout ce qui a été fait en Syrie par Bachar et les autres, autant il faut toujours regarder ça d'une manière globale, pourtant compter le nombre de morts dans le monde arabe depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis le début de la décennie noire en Algérie, et tout ce qu'il a suivi à Hama en Syrie, déjà avec le père de Bachar, et les 3 guerres de l'Irak, et la situation actuelle en Tunisie, en Libye et en Syrie. Je pense qu'on doit être à 10-15 millions quand même. C'est-à-dire qu'on est en train de nous approcher de ce que l'armée soviétique a payé pour libérer l'Europe. 20 millions de morts pour lesquels l'Europe n'est jamais reconnaissante. Ousmane? Je souscris tout à fait à tout ce que vient de dire Tariq. Moi, j'avais déjà fait une conférence une fois, rapidement. C'était pas une conférence sur ça, mais c'était pour démontrer un peu l'incohérence des penseurs musulmans. J'avais indiqué que certains, par exemple, soutenaient les révoltes qui ont eu lieu en Égypte, en faisant même des fatwas contre leur président, contre Kadhafi et autres, etc. Et quand les mêmes révoltes ont eu lieu au Bahreïn et d'autres endroits, ils ont commencé à faire des fatwas pour dire non. Et puis j'avais indiqué que c'était dû à une incohérence intellectuelle, philosophique et méthodologique de la part des penseurs musulmans. Et donc on m'avait reproché cette critique de la part de ce grand savant contre ce grand savant que j'avais fait. Et j'avais ensuite indiqué que pour moi, même la révolution, déjà, le printemps arabe pour moi n'est pas une révolution. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, ce qui s'est passé en Syrie, j'avais indiqué que pour moi, il fallait pas... Le timing était pas le bon. Le timing était pas le bon. C'était pas le moment de déstabiliser la région. Il y avait la possibilité, et le cheikh Al-Boutri d'ailleurs était de ceux qu'on a assassinés d'ailleurs,
était de ceux qui disaient que justement, en répondant à ce grand savant, pour pas le nommer, c'est Youssouf Qaradawi tout simplement, en disant qu'il y avait d'autres moyens de régler la situation en Syrie, qu'il fallait rentrer en discussion pour parler avec le régime en place, que certes il y a des fautes à lui reprocher, mais que dès lors que ce dernier, en tout cas selon lui, lui répondait qu'il était prêt à accéder à l'ensemble des demandes et à essayer d'enclencher une réforme, pourquoi est-ce que l'opposition ne l'a pas accepté? Qui a tort, qui a raison? La question elle est pas là. C'est que quelles que soient les raisons, une guerre civile finit toujours par être une catastrophe pour tout le monde. C'est ça la leçon en tous les cas, qu'il faut tenir. Et de ce fait, c'est la raison pour laquelle, du côté de la culture de ces pays-là, musulmanes, mais aussi la culture qui a fait que c'est des guerres civiles à tout va à travers les siècles, en islam, il est interdit. Quand bien même le roi est un dictateur, il est interdit de prendre les armes. On le critique, on manifeste, on lui dit non, on résiste, oui, mais on prend pas les armes. Mais pourquoi? Pas par la peur de la mort, mais parce qu'on sait pas ce qui va arriver après. Et là, ce qu'on voit, c'est 400 000, 300 000 personnes qui sont mortes. C'est des abeilles. Des gens des millions de personnes qui meurent comme ça. Le pays qui est traumatisé. Et là, on parle des morts. Hein. Ouais. On parle pas des blessés. On parle pas des réfugiés. On parle pas de ceux qui sont violés. Il y a des gens qui sont attrapés, qui sont violés, etc. C'est une catastrophe. Donc, c'est pour ça, les oppositions ont raison de s'opposer aux dictateurs, mais de grâce, et au régime autoritaire, mais de grâce, soyez intelligents dans vos oppositions, soyez force de proposition et soyez stratégiques. Sinon, ça mène aux catastrophes qu'on connaît. Et on parle pas des milliards de dollars que si ces milliards étaient mis pour l'école, l'éducation, la santé et la culture. Mais ces gens-là sont aidés aussi de l'extérieur. Hein. Le monde musulman ne serait pas dans la situation dans laquelle il serait aujourd'hui. Alors, voilà, on parle maintenant de cet accord trouvé après quelques heures et quelques jours de discussion entre la Turquie et l'Union européenne à propos des réfugiés, évidemment. Et donc, on a comme résultat qu'à partir de dimanche, tout réfugié qui arriverait en Grèce serait immédiatement expulsé en Turquie. La Turquie qui va donc accueillir tous ces réfugiés. La Turquie a-t-elle bien fait d'accepter, cet accord avec l'Union européenne, Tarek Mami? Deux éléments de cet accord. Les Turcs sont partis pour exiger deux choses et ils les ont perdues toutes les deux. Trois choses. Ils ont perdu deux, ils ont gagné un. Ils sont partis pour exiger la levée de visa pour les citoyens turcs pour rentrer en Europe pour des séjours de moins de 90 jours. Les Européens qui connaissent le jeu de chandelle leur disent oui, sans aucun problème, mais à condition. Et ils ont commencé à mettre la liste des conditions, Christophe, qu'il faudrait 90 ans pour les régler et non pas 90 jours. Donc, ils ont perdu sur la question du visa. Ils sont venus demander la relance de la possibilité de l'adhésion de Turquie. Même réponse, oui, à condition, et la liste des conditions est longue. Par contre, ils sont venus demander 6 milliards de dollars alors que la première fois, ils avaient demandé et obtenu le principe de 3 milliards. Là, les Français et les Européens qui doivent imprimer les billets et pour qui l'argent dans certaines situations n'a pas d'importance, ils leur ont accordé les 6 milliards. Le cocasse de l'histoire, c'est que les relations entre les Turcs et les Grecs sont très mauvaises depuis longtemps, puisque du temps de l'Empire ottoman, pour ne pas y revenir, la Grèce faisait partie de l'Empire. Et quand il y a eu les indépendances, aujourd'hui, si vous visitez la Turquie, et c'est une absurdité humaine de l'histoire, partout, c'est que vous avez toutes les richesses des Grecs, qui est aujourd'hui en territoire turc. Et donc, quand vous voulez visiter ce que le Grec avait fait, vous les trouvez en Turquie. Ce qui n'a pas beaucoup de... La Turquie et la Grèce, à leur époque, c'était pas différent. Voilà. Voilà. Donc, deuxième chose. Troisième chose, le plus cocasse, c'est que les Grecs et les Turcs vont être obligés de se parler beaucoup, puisqu'il va falloir renvoyer... Il va falloir gérer la crise et parler tous les jours. Ouais. Et par contre, le petit paragraphe, parce qu'il y a toujours des petits paragraphes dans les accords internationaux. C'est comme dans les contrats d'assurance. Ouais, que personne ne lit, mais que quelques journalistes fouineurs comme moi vont aller chercher. C'est qu'à chaque Syrien refoulé d'Europe, en Turquie, un citoyen syrien demandeur d'asile sera autorisé à venir. Donc la quantité de personnes syriennes qui sont en Europe ne va pas diminuer, mais on va vendre à l'opinion publique qu'on va les expulser en Turquie. Ousmane, 30 secondes. Quand tu n'as pas honte, tu fais ce que tu veux. Voilà. L'Union européenne devra avoir honte
on parle de l'Europe qui a subi la Deuxième Guerre mondiale, qui a envoyé ses populations dans l'ensemble de la planète, soit par la guerre, soit par le voyage, soit en tant que réfugiés. L'Union européenne qui a fait appel au monde entier pour pouvoir venir la sauver. L'Union européenne qui, il y a pas plus tard, il y a à peine 50 ans, les gens parcouraient l'Europe parce qu'ils n'avaient pas de maison. Donc, ce sont ces gens-là qui sont en train de dire, au fond, on veut pas des réfugiés syriens. Au nom de quoi? Les Iraniens. Ils ont pas honte? Les Iraniens ont sorti un texte, il y a quelques mois, qui indiquait que lors de la Première Guerre mondiale, l'Iran a reçu l'équivalent de 500 000 personnes aujourd'hui de Pologne. Mais ils ont pas honte. C'est ça. Et qui ont été intégrés dans la machine. Et pour moi, l'Union européenne, il n'y a plus d'union. Les frontières se sont mises en place. Les pays s'entre-déchirent. Les Grecs détestent les Allemands et les Allemands détestent les Grecs. Les Français ont peur de l'Allemagne parce qu'ils savent très bien que ce sera bientôt à leur tour après la Grèce et l'Espagne. D'ailleurs, Madame Merkel a réglé leur compte. Comment s'appelle la Grande-Bretagne veut quitter le navire. Il n'y a plus d'Union européenne. Moralement, c'est une honte. La démocratie, c'est que pour l'homme blanc et l'homme européen. Tout à fait. C'est ça la véritable question. On va revenir en France. Et je rappelle, parce que je viens encore de recevoir un SMS d'un ami, comme je vous ai dit, sur la réunion au Trocadéro, 14h pour le Sahara. On commentera la semaine prochaine les conséquences de cette réunion. On avait pour principe de dire ici à France Maghreb 2, on essaye de ne pas importer en France les conflits qui se passent ailleurs, en Israël et au Maghreb, mais l'information est donnée par plusieurs associations qui y tiennent. Donc l'information est donnée. Réunion pour soutenir le Sahara marocain, Trocadéro, 14h dimanche. Je n'en pense pas moins. En ce moment, une chasse à l'homme a lieu en Bruxelles, puisqu'on serait à la recherche du côté de Molenbeek de Salah Abdeslam, puisque je rappelle que des traces d'ADN ont été retrouvées dans l'appartement perquisitionné en Belgique cette semaine. Donc en ce moment, on nous annonce une traque policière donc concernant et à la recherche de Salah Abdeslam. France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. L'information bouge, évidemment. Je vous parlais de cette opération en cours du côté de Molenbeek par la police belge. Il semblerait, à prendre au conditionnel, que la RTBF... Conditionnel 3 fois. Hein. Ah oui, conditionnel 3 fois, parce que, bon, la RTBF affirme, elle, que l'homme arrêté par la police belge, il s'agirait bien de Salah Abdeslam, qui serait donc blessé à la jambe, et donc aurait été arrêté. C'est ce que la RTBF affirme à l'heure où je vous parle. Et je vous laisserai commenter, mais si c'est le cas, c'est une belle prise de la police belge, parce qu'en France, jusque-là, chaque fois il aurait été tué, lui. Voilà, en France, chaque fois qu'il y a quelque chose, on tue, et là, apparemment, on arrête vivant, parce qu'on peut tirer dans les jambes, et ça serait une bonne chose pour remonter pour la vérité. Il aurait tenu 4 mois, il serait pas allé si loin que ça, puisqu'il aurait été arrêté du côté de Molenbeek. Hein. Oui, tout à fait. Vous savez quel est le sujet le plus commenté en ce moment sur les réseaux sociaux depuis ce midi? Non. Eh ben, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce midi, messieurs, que tout le monde attendait, en tout cas, les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est fait. Oui, on arrête de parler, deux choses. On arrête de parler culture, et à France Maghreb 2, on va essayer de ne pas faire comme les autres, donc on s'en fout de qui va jouer contre qui. Oui, mais attendez, cependant, vous vous en foutez, mais les auditeurs ne s'en foutent pas. C'est vous, surtout, Christophe. Non, c'est pas moi. C'est plein d'auditeurs. Preuve. Allez, est-ce que vous voulez me provoquer? Vous allez me trouver. Alors, je vous fais le pari. Allez sur Facebook, vous trouverez ce résultat. Christophe va vous le mettre tout de suite sur le Facebook. Allez lire. Alors, si vous voulez qu'on fasse ça, il n'y a pas de problème. On peut faire un débat sur tous les sujets qui vous intéressent et il n'y a pas de problème. Et on fait un débat sur le foot. On verra lequel des deux débats suscite le plus de réactions. Désolé, c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis. C'est comme ça, c'est la vie. Elle est extraordinaire parce que bon, PSG, Manchester City. On s'en fout. Hein on s'en fout. Vous êtes devant un endroit où vous voyez que c'est une impasse. C'est l'écart en fait. Wolfsburg, Real Madrid. Hein oui. Wolfsburg, Real Madrid. Ouais. Bayern de Munich jouera contre les Portugais du Benfica à Lisbonne. Mais c'est tombé à 2h, ça, Christophe. Ah non, il y a midi. Oui, donc voilà. Donc, et puis Barcelone contre qui? Je sais pas pourquoi on l'annonce maintenant. Contre qui? Contre l'Atlético Madrid. Donc c'est un quart de finale 100% espagnol. Voilà, pour un derby espagnol. Voilà, ça j'ai réussi à le glisser quand même. On s'en fout. Oui, mais vous en foutez, mais pas les gens, mon cher ami. C'est pour ça que c'est le sport le plus vous en populaire. Foutez ou pas? Amar, il y a Amar derrière. C'est le sport le plus populaire en France, la preuve. Voilà. Tarek Mami, Ousmane Timéra, les jeunes étaient dans la rue hier pour la loi El Khomri.
Et puis il y en avait un aussi qui était dans la rue à côté d'eux. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, persuadé que la jeunesse peut faire reculer le gouvernement. C'est ce qu'il a dit. Écoutez. Pour un retrait total et si possible définitif. Je pense qu'il y a d'autres moyens de stimuler l'emploi que ce genre de méthode. Il n'existe pas de cas où un gouvernement s'oppose frontalement à sa jeunesse, quel que soit le gouvernement. Parce que ce sont nos enfants, parce qu'à un moment donné, il y a des limites, il y a des choses devant lesquelles on s'arrête. Monsieur Chirac avait arrêté. Donc si Chirac était de droite et capable de s'arrêter, Hollande, il doit quand même avoir vaguement un souvenir ce que c'est que d'être de gauche, il a dû en entendre parler. Et il devrait lui aussi s'arrêter. Voilà. Alors juste Jean-Luc Mélenchon. une autre phrase pareille en quelques secondes. C'est comment il s'appelle notre ami le Postier qui avait dit donc en commentaire puisqu'il est en direct, il reçoit l'information comme quoi la ministre de la fonction publique va augmenter l'indice d'1,2 et il dit c'est vrai qu'on n'a jamais rien fait depuis l'arrivée des socialistes. Maintenant que nous faisons quelques petites manifestations, comme par hasard on obtient 1,2. C'est pas beaucoup, c'est pas assez, mais on l'a comme obtenu. En clair, faut repartir dans les manifs pour obtenir des choses dans ce pays. Ousmane, pour finir sur les jeunes, sur la loi El Khomri, tout ce qu'on a entendu cette semaine. Écoutez, moi je suis avec eux d'ailleurs, hein. Moi j'ai participé à la pétition, je suis à fond dedans. Il faut faire tomber non pas seulement cette loi, c'est ce gouvernement qui doit dégager d'ici. Ils sont pas à la hauteur. Et je suis très amer parce que quand il parle de précarité, je m'y trouve dedans. De toute ma carrière, je n'ai eu qu'une seule fois un CDI. Et le reste, c'est que des CDD. Donc à un moment donné, c'est bon quoi. Qu'ils arrêtent de nous dire que on travaille pas assez, qu'on est des feignants. Et je suis d'accord avec eux, on veut mieux que ça. Et ça saurait si c'est si on crée des emplois en faisant le licenciement plus rapidement. Donc il faut effectivement un véritable projet de société et un véritable projet économique innovant qui va vers la relance. Mais le problème, il est le suivant. Normalement, c'est des gens comme Mélenchon qui devraient récolter les lauriers. Parce que les discours et les propos qui sont tenus par les jeunes, c'est le programme du Front de gauche. Donc là, c'est sûr. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de figure au sein du Front de gauche, mais le Front de gauche n'existe plus d'ailleurs avec les bêtises du Parti communiste. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de récupération politique dans le sens positif du terme pour pouvoir porter ces choses-là. Et je fais le lien avec ce qui se passe en Amérique latine. Au Brésil avec Lula, Evo Morales de l'autre côté là-bas, je veux dire, la gauche générale donc qui était l'inspiration aussi de Mélenchon est en train de se casser la figure. Le pouvoir corrompt. Hein. Et le pouvoir absolu. Ah bah ça détruit carrément. Et il corrompt absolument. Donc moi franchement Mélenchon, j'en parlais avec un ami tout à l'heure. Moi vraiment c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Il sera sur TF1 ce soir dans la émission de est-ce qu'il est pas temps qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est pas temps qu'il y ait un renouvellement des générations? Et je pense que d'ailleurs les partis tout le monde vous. Non mais les partis politiques sont sclérosés, ils servent à rien du tout, ils ont pas d'idées, ils ont pas de vision. Il est 18h02 donc c'est vous dehors maintenant. Voilà, oui on y va dehors, on va pouvoir aller révolter. Merci Tarek Mami. Bon week-end dans un instant, on va faire un peu de culture, ça va faire plaisir à Tarek. On ira au salon du livre et on ira aussi du côté du centre culturel algérien. Ça c'est bien. Pour une soirée aussi demain pour de la musique andalouse, le zapping, le coup de cœur, enfin tout ça c'est à suivre après le flash. Je te rappelle des titres de l'actualité, les 18h02, bravo pour le retard. C'est Marion Nigoul, bonsoir Marion. Bonsoir à tous. Une importante opération antiterroriste est en cours à Molenbeek, commune bruxelloise, dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Et selon plusieurs sources citées par la Libre Belgique, Salah Abdeslam, qui est recherché depuis les attentats, aurait été arrêté. Une personne serait également morte dans l'opération en cours. Par ailleurs, l'homme tué par un tireur d'élite mardi lors de la fusillade de Bruxelles, en Belgique, pourrait être directement impliqué dans les attentats de Paris. Mohamed Belkaïd, qui se faisait appeler Samir Bouzid, pourrait avoir été directement en contact avec Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats du 13 novembre, qui a fait 130 morts. Il contrôlait même le commando à distance. Le parquet belge a confirmé que cet Algérien serait plus que vraisemblablement l'homme qui a apporté un soutien logistique au commando des attentats. Le gendarme qui avait provoqué la mort de Rémi Fraisse en octobre 2014 a été placé sous le statut de témoin assisté à l'issue de son audition par des juges à Toulouse. La grève des contrôleurs aériens, 20% des vols sont annulés dimanche et lundi. La Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire leur programme de vol de 20% sur 5 aéroports en France, dont Orly et Nice, en raison d'une grève des contrôleurs aériens à l'appel de l'UNSA, 3e syndicat chez les aiguilleurs.
À l'étranger aujourd'hui, des djihadistes ont tiré à la roquette sur un site gazier exploité par des entreprises étrangères en Algérie. Cette attaque n'a pas fait de victimes ni de dégâts. Une opération a été lancée pour tenter de retrouver les 2 assaillants. Sport football, le PSG affrontera Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions, avec encore une fois le match aller au Parc des Princes le 6 avril et le retour en Angleterre le 12 avril. Manchester City qui a déjà remporté un titre, la Coupe de la Ligue anglaise, et le club parisien est déjà champion de France. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.